Français. Je souhaite commenter à chaud l'allocution d'Emmanuel Macron de ce soir 28 octobre 2020 par laquelle il a annoncé rien moins que le reconfinement de la société française pour cause de Covid-19. Même si l'on peut admettre qu'il s'est un peu amélioré sur la forme, le fond reste catastrophique. Son allocution est remplie de mensonges, de contre-vérités, d'injustices, de manque d'analyse concrète, de manque de comparaison. Et c'est ce que je souhaite maintenant détailler avec vous. En fait, Emmanuel Macron fait comme si toutes les solutions étaient mauvaises, sauf celles qu'il a retenues. Alors que toutes les solutions ont des avantages et des inconvénients. Mais il est probable que le confinement qu'il a retenu est la pire de toutes. En tout cas, c'est ma conviction et j'essaye de vous la faire partager. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, le confinement ne soigne pas les gens. Il ne tue pas le virus. Il ralentit sa circulation. Il s'est prévalu d'affirmations selon lesquelles la France était le pays qui réussissait le mieux et qu'au niveau international, c'est tout juste si le monde entier ne béait pas d'admiration devant la gestion de la Covid-19 par Emmanuel Macron. Je donnerai un seul chiffre, un seul nombre. La France officiellement annonce en ce moment avoir 52 000 nouveaux cas de coronavirus par jour. C'est l'équivalent, c'est supérieur à ce qu'annoncent la Chine et l'Inde cumulés, qui, ces deux pays, représentent à eux deux 2,7 milliards de personnes. Et M. Delfraissy, le président du conseil scientifique, a annoncé qu'on devrait monter à 100 000 nouveaux cas, c'est-à-dire l'équivalent de peut-être 70 pays du monde, représentant 3,5 milliards de personnes. On ferait aussi bien ou aussi mal que ça avec 67 millions de personnes. Il y a donc un problème. Première question, il ne parle pas de la Suède. Je rappelle ici que la Suède a décidé de ne pas confiner sa population depuis le début et de ne lui imposer ni le port du masque ni le confinement. Même si au début de la pandémie, la Suède a connu une plus forte mortalité que la France. Maintenant, il n'y a pratiquement plus de morts en Suède, et ceci depuis le mois de juillet. Si l'on ramène le nombre d'habitants de la Suède, 10 300 000 habitants, à celui de la France, 67 millions d'habitants, la Suède aurait aujourd'hui 37 753 morts, alors que la France en annonce 35 541. Au rythme tragique des décès de la France actuellement, puisqu'on nous a annoncé 500 morts, cet écart sera visiblement comblé dans quelques jours et il va se creuser ensuite. Deuxième question, pourquoi Macron ne parle-t-il pas non plus de ce qui se passe en Argentine ? La gestion de l'Argentine est aux antipodes de celle de la Suède. La Suède, pas de confinement, pas de port du masque. L'Argentine, confinement général de la population depuis 7 mois. Si l'Argentine avait la même population que la France, elle aurait à ce jour, j'ai fait le calcul, l'équivalent de 44 765 morts à déplorer, c'est-à-dire 9 224 de plus que la France. Pour résumer, la comparaison des résultats de la France, de la Suède et de l'Argentine conduit à une conclusion qui est assez stupéfiante. Il semblerait que plus l'on confine et plus le nombre de la Covid-19 augmente. C'est vraiment contraire à l'intuition. On a du mal à le croire. Et je ne suis pas sûr que ce soit une règle scientifique. Mais c'est quand même un résultat qui devrait conduire les plus hautes autorités de l'État à y réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions aussi stratégiques. Alors le plus extraordinaire, c'est qu'il se trouve que ce constat, contre-intuitif, est pourtant exactement celui qu'avait fait le ministre de la Santé, Olivier Véran lui-même, le 9 mars 2020 sur BFM TV. Écoutez ce qu'il disait. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur. C'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Troisième question à laquelle Macron n'a pas répondu, donc il n'a pas évoqué, il ne parle pas de ce qui se passe en Afrique. Je voudrais citer l'Algérie, qui compte 44 millions d'habitants et qui n'a enregistré que 1931 morts. Si la France avait le même taux de mortalité que l'Algérie, notre pays n'aurait à déplorer que 2 940 morts au lieu
de 35 541. Donc, j'insiste, nous avons 12 fois plus de morts par habitant qu'en Algérie. Alors, pourquoi cette situation? Pourquoi l'Afrique? Ça serait quand même intéressant que les pouvoirs publics s'intéressent à l'Afrique aussi, de même qu'à la Suède ou qu'à la Biélorussie. La Biélorussie qui n'a procédé à aucun confinement et qui d'ailleurs a beaucoup moins de morts. Pourquoi l'Afrique? Peut-être parce que ces pays n'ont procédé à aucun confinement, auquel cas ça viendrait confirmer le constat que je faisais sur la Suède, sur la Biélorussie et ailleurs. Ou alors, c'est aussi une autre explication. Alors je sais que je vais me faire fusiller par les tenants de la pensée unique, mais peut-être que ce taux de mortalité faible ou très faible en Afrique a peut-être aussi quelques rapports avec le fait que des millions de personnes y prennent quotidiennement des antipaludéens comme l'hydroxychloroquine, et ceci depuis des années et des années. Ceci me permet de souligner la quatrième question à laquelle Macron n'a pas répondu. Pourquoi interdit-il en France l'usage prophylactique de l'hydroxychloroquine joint à l'azithromycine et au zinc? Surtout que désormais on en sait plus sur ce médicament. Le docteur Gérard Maudru a publié le 25 octobre, donc il y a 3 jours, un article franchement très intéressant, très détaillé, technique, mais très fouillé, dans le Quotidien du médecin, qui est le journal des médecins français. Et dans son article, il y a recensé toutes les études scientifiques réalisées à travers le monde sur l'hydroxychloroquine. Il en a conclu qu'au vu des 3 études françaises et des 118 études mondiales qu'il a examinées, il est indéniable que l'hydroxychloroquine a un effet sur la Covid-19, notamment à titre prophylactique, c'est-à-dire le plus tôt possible, peut-être même avant la contamination. Plus la prescription est précoce, plus elle est efficace. Elle peut atteindre 60-70% d'effets positifs. De manière surprenante, donc, il n'y aurait qu'en France que cela ne marcherait pas. Et donc, le problème numéro 1 de la France serait en fait, outre le refus d'administrer l'hydroxychloroquine, l'accès à l'hospitalisation, puisque on a des durées d'hospitalisation 2 fois plus longues. Ce qui m'amène à aborder une 5e question à laquelle M. Macron n'a pas répondu. Moi, je m'adresse à lui. Pourquoi, M. Macron, n'avez-vous pas mis le paquet depuis le début de cette année pour construire des hôpitaux? Qu'est-ce qui s'est passé en mai, juin, juillet, août, septembre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous laissé diminuer encore le nombre de lits et de postes dans certains hôpitaux? Et pourquoi avez-vous visiblement trouvé prioritaire de refaire la salle des fêtes de l'Élysée, votre bureau à l'Élysée avec des feuilles d'or, et maintenant de refaire la salle du Conseil des ministres? Bien sûr, je sais que ces dépenses sont minimes à vos yeux et minimes par rapport au budget de l'État. C'est vrai. Je sais que certains vont dire c'est du populisme. Mais ce que je sais aussi, c'est que ça représente quand même 500 000 euros par-ci, par exemple pour acheter de la vaisselle, 930 000 euros par-là, pour mettre des feuilles d'or sur les murs de votre bureau. Monsieur Macron, comment pouvez-vous ne pas comprendre que ces dépenses, compte tenu de la situation cataclysmique que traverse la France, ces quelques millions d'euros dépensés pour des choses tout à fait accessoires, pour ne pas dire frivoles, sont inacceptables pour la population, qu'elles prennent des allures de gifles, que ce sont des symboles de votre égoïsme foncier, de votre incapacité à comprendre la situation, de votre mépris insondable pour les Français et pour les plus pauvres d'entre eux. Comment pouvez-vous ne pas comprendre que vous ressemblez à Louis XVI et Marie-Antoinette quand vous prenez ce genre de décision? Et puis ma 6e question, à laquelle vous n'avez pas répondu non plus dans votre intervention de ce soir. Pourquoi n'expliquez-vous pas aux Français le montant inimaginable d'endettement public supplémentaire auquel vous êtes en train de condamner non seulement les Français vivants, mais leurs enfants à venir et leurs petits-enfants à venir? Et tout ceci sur la base de ces décisions pseudo-scientifiques que de plus en plus de médecins rejettent. Faut-il vous rappeler que plus d'1 million de Français ont sombré dans la précarité
est dans la grande pauvreté suite à votre décision de procéder au premier confinement. Faut-il vous rappeler, monsieur Macron, que le prétendu plan de relance de l'Union européenne dont vous vous êtes gargarisé comme si c'était un grand succès est en fait un désastre supplémentaire qui va endetter nos enfants de 100 milliards d'euros pour que la France n'en bénéficie que de 40 milliards et à un taux moins bon que si la France avait emprunté seule. Faut-il davantage encore vous rappeler que la dette française, que vous jugiez beaucoup trop élevée avant votre élection, avait mis une dizaine d'années à grimper de 15% du PIB et que nous venons pas même un an de nous endetter de nouveau de 15% du PIB. Monsieur Macron, vos décisions, il faut que tous les Français le comprennent et vous n'avez pas annoncé le moindre chiffre de cette nature. Avec vos décisions, avec la décision de fermer autoritairement les commerces, les artisans, de mettre tout le monde dans une espèce de chômage forcé et par ailleurs de vous donner une espèce de beau rôle en disant on va vous indemniser. Mais qui va indemniser ? On va faire des déficits publics énormes et on va augmenter la dette de l'ordre, depuis le début de cette pandémie, de 400 milliards d'euros. Monsieur Macron, vous savez que la crise grecque a commencé quand la Grèce a atteint environ 150% du PIB. Avec vos décisions, nous allons bientôt atteindre 120% du PIB. Et puis peut-être 130, 140. On se rapproche terriblement du cas grec. Ça ne sera pas le cas de la Suède, ni de la Biélorussie, ni de l'Afrique, qui n'ont pas fait de confinement. Alors on peut se poser la question, je l'ai déjà évoqué dans une vidéo antérieure, est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce que votre objectif, c'est de boucler les Français chez eux pour ruiner la France ? Parce qu'ensuite vous vous dites, il est normal d'emprunter, et jusqu'à ce que nous soyons collectivement tellement endettés que nous soyons forcés de vendre à très bas prix, de brader tout notre patrimoine national à vos amis banquiers. Ça tombe bien d'ailleurs pour eux, puisqu'il y a un excès monumental de liquidités au niveau mondial, et les banquiers ne savent plus à qui prêter. 7e question. Monsieur Macron, vous n'en avez pas parlé, mais il faut présenter aux Français l'ampleur des dégâts collatéraux de vos décisions. Vous avez évoqué le fait qu'il fallait y faire attention. Chaque année, les hôpitaux sont débordés lors des épidémies de grippe. C'est pas nouveau. Il y avait eu, je crois, quelque chose comme 21 000 morts en 2017. 20 heures d'attente. Cette femme de 99 ans est restée dans le couloir des urgences durant 20 heures, attendant son transfert dans le service gériatrique. Son cas n'est hélas pas isolé. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Mais cette fin d'année est particulièrement difficile. Il y a toutes les pathologies dues au froid, bien sûr, et surtout l'épidémie de grippe qui est arrivée plus tôt que prévu. Voilà un mois que l'épidémie de grippe a démarré. Selon SOS Médecins, elle aurait déjà affecté 1 million de personnes. Une épidémie précoce et un virus apparemment très contagieux. Une épidémie de grippe intense qui entraîne des services d'urgence surchargés, aux limites de leur capacité, selon la ministre Marisol Touraine. Autre grand titre de ce samedi, cette situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Le plan grippe a été déclenché, des lits supplémentaires ont été affectés aux urgences, mais en plein pic épidémique, l'hôpital redoute l'afflux de malades. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. La grippe touche désormais tout le pays et a déjà fait 1800 morts. C'est moins que l'année dernière à la même époque, mais comme on le voit sur ce graphique, l'épidémie cette année est plus virulente et surtout plus tardive. Les chiffres devraient donc encore évoluer, sachant que le virus est responsable tous les ans de plus de 10 000 décès. Chaque année aussi, suite aux demandes de la Commission européenne, la France est condamnée à toujours plus d'austérité et de coupes budgétaires. On tape sur le SMIC, les retraites, les services publics, l'école, l'armée, les forces de l'ordre, l'agriculture, les infrastructures, la recherche, etc., etc.
On ne peut quasiment plus investir nulle part parce que prétendument il faut tout consacrer à sauver l'euro, qui par ailleurs, je renvoie les auditeurs à toutes mes analyses, finira par exploser un jour ou l'autre. D'ailleurs, la Banque centrale européenne est de nouveau très inquiète. En 2017, la surmortalité de l'épidémie de grippe, je le disais à l'instant, a donc été de 21 000 décès. Et chaque année, l'épidémie de grippe fait au moins 10 000 morts. Donc ce à quoi on assiste en ce moment, pour le moment, ça n'est pas pire qu'une épidémie de grippe classique. Vous nous avez sorti ce soir, sorti d'un chapeau, une prédiction de 400 000 morts. Est-ce qu'on peut savoir comment a été calculé ce nombre? Et puis quand même, vous n'avez aucune pudeur. Quand vous avez un monsieur Delfrécy qui est à la tête du conseil scientifique, qui vous donne, paraît-il, des conseils formidables depuis le mois d'avril, et que maintenant, la bouche en cœur, vous nous dites que si on referme pas tout, on va avoir 400 000 morts en plus, mais c'est incroyable. Enfin, dans ces conditions, la première chose que vous devriez faire, c'est de virer M. Delfrécy pour incompétence. Il a d'ailleurs 72 ans. Il a mérité une retraite bien méritée. Il faudrait d'ailleurs aussi, pour la même occasion, nettoyer les écuries d'Augias et enlever de ce conseil supérieur que vous avez établi tous les médecins qui ont des conflits d'intérêts majeurs avec des grands laboratoires pharmaceutiques qui les payent par derrière. En tout cas, et dans un tel contexte, que signifie votre décision de ce soir? Ça veut dire que vous allez confiner tous les hivers la France? S'il y a 10 000 morts, on confine? Ça veut dire que la France, avec vous, va entrer en hibernation tous les ans, et que tous les ans, pendant plusieurs mois, on va s'achever de détruire ce qui reste de l'économie française? Je signale au passage que ce Covid-19 a quand même bien des avantages à vos yeux, et ces confinements. Puisque si j'en crois la rumeur qui circule, il semblerait que vous allez invoquer la crise du Covid-19, le reconfinement et patati patata, pour reporter au calende les élections départementales et les élections régionales qui devaient avoir lieu en mars 2021. Mais au train où ça va, qu'est-ce qui nous assure que vous n'allez pas nous sortir d'un chapeau à l'été 2021, que, ma foi, cette fois-ci, on attend 5 millions de morts si ça continue comme ça, et donc il faut nécessairement reporter les élections présidentielles et législatives? Est-ce que ça serait pas par hasard une dictature que vous êtes en train de nous installer sous couvert de nous sauver? Vous savez, monsieur Macron, vous avez beau dire qu'il faut l'unité nationale derrière vous, mais vous savez que énormément de Français ne vous croient plus sur cette question. Énormément de Français sont très inquiets de la situation, puisque vous avez tellement dit le tout et son contraire. Vous avez tellement menti. Vous êtes complètement disqualifié aux yeux du peuple français. Il est grand temps d'avoir une vraie opposition à Macron. Je m'adresse ici à tous les Français. N'attendez pas que les médias vous désignent les candidats qu'ils auront présélectionnés pour la présidentielle. Les grands médias, comme les grandes banques, musellent l'information. Ils n'œuvrent pas pour le bien commun. Ils n'œuvrent que pour l'intérêt de leurs actionnaires, y compris les grands laboratoires pharmaceutiques. Eh bien moi, je vous propose que tous ensemble, nous œuvrions pour le bien commun. Et je pourrais œuvrer personnellement pour le bien commun parce que je n'ai aucun conflit d'intérêts, ni avec les médias, ni avec les banques françaises, français. Il est grand temps de changer la politique pour de bon. Je suis très inquiet maintenant pour la suite des événements. Je crains que subrepticement, on nous impose une politique menant à la fin de nos libertés publiques. Il faut se ressaisir, c'est maintenant ou jamais. Vive la République.